Monsieur avec le tricot bleu. Ne partez pas, monsieur, parce que vous allez croire qu'on vous a raconté des histoires. Restez puisque vous avez posé. Hein? Beaucoup de connaissances à ce sujet. Eh bien, Et que vous vous ne trompez serez pas. complètement. D'accord. Eh bien, expliquez-moi quelle place ils ont à Pau. Pas plus, Aucune. pas plus que les protestants, les catholiques, les juifs, Ce n'est ni une aucune religion, place. monsieur, c'est apolitique, c'est ni religieux, Aucune c'est place, aucune place, parce que personne, ici, aucun réseau n'a la moindre place auprès de moi. Aucun. C'est simple. Et vous me regardez dans les yeux. C'est dommage que je n'ai pas une liste parce que je vous serais sorti. Eh bien, vous me l'amènerez. Une liste Mais, de noms que vous avez côtoyés, monsieur, et qui sont entièrement. mais c'est écrits possible. et qui l'ont Mais jamais de toute ma vie, Donc, personne ne m'a dit ça. pardonnez-moi, je vais vous poser une dernière question. Expliquez-moi. Attendez. Expliquez-moi comment ça se fait. Comment ça se fait que dans. Je peux. Expliquez-moi simplement, je ne sais pas pour la plupart d'entre vous, est-ce qu'à un moment donné, vous avez suivi un peu l'histoire de la politique française? Quel est le seul président, d'accord, qui a fait un discours d'investiture dans un endroit très particulier quand même? Non, ça ne vous dit rien. La plupart, avant M. Macron, l'ont fait à l'Élysée, on est bien d'accord? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Chaque discours d'investiture, monsieur, a été fait dans les bureaux de l'Élysée. Pas du tout. Tout ça, c'est n'importe quoi. Excusez-moi de vous dire, je sais assez de choses, au moins, pour dire que sur ce point, l'accusation souterraine que vous essayez de propager, vous vous trompez. Comprenez ce que je dis? Vous vous trompez. Voilà. Bon. Parce que vous voulez dire que parce qu'il a fait devant la pyramide du Louvre, c'était un aveu de franc-maçonnerie, mais c'est pas vrai. Voilà. Chut. Mais il y a des gens qui doivent bien rigoler ici, monsieur, de votre intervention, parce que peut-être qu'il y a des gens qui en savent un peu plus que moi et qui disent qu'il accuse Bayrou d'appartenir à nos réseaux, c'est quand même assez drôle. Mais voilà. Monsieur en bleu, au fond. Oui. Ben, excusez-moi, le A, en français, le A, c'est un triangle, c'est comme ça. Et alors, vous pensez qu'il faudrait appeler la ville, je sais pas moi, PMU, mais c'est le pic du Midi d'Ossau. Mais vous voyez, monsieur, pour être sérieux, chut, pour être sérieux un quart de seconde, vous voyez comme on est entraîné à voir des choses qui sont des fantasmes, qui n'existent pas, ou en tout cas qui sont tellement grossis qu'on croit que c'est ça qui commande le monde. Et c'est pas vrai. En tout cas, pour ce que je sais, c'est pas vrai. Voilà. Oui. Allez-y. Oui. Il y a Einstein qui a dit une chose. Il y a deux choses qui sont infinies. La bêtise humaine et l'univers. En ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas la certitude absolue. C'était Einstein, hein? Oui. Merci. Je vais re-rentrer dans le débat qui est la gestion de l'État et l'organisation de l'État. Mais avant, je voudrais répondre à la dame qui a parlé de taxe carbone sur le kérosène. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes a démarré sur la taxe carbone, mais telle qu'elle est présentée, la taxe ne doit pas être mise à cet endroit. Il faut qu'elle soit mise à d'autres endroits. Les prix Nobel d'économie américains ont publié une tribune le 16 janvier de cette année dans le Wall Street Journal en disant, ils ont signé, c'est tous les prix Nobel de droite, de gauche, du centre, ils ont demandé à ce qu'il y ait une taxe carbone qui soit appliquée. Mais la taxe carbone, elle ne doit pas être appliquée au niveau des carburants. Je pense que ce que vous avez soulevé tout à l'heure, là, la taxe carbone devrait s'appliquer sur des produits d'importation. Quand ils prennent l'avion, sur des transports d'air cargo, où il y a des produits qui sont en vente dans des supermarchés qui représentent au niveau kérosène
les 3/4 du prix du produit. Si on consommait des produits européens, je pense que ça ferait travailler beaucoup plus de gens et ça ferait travailler beaucoup plus de collectivités. Oui, mais les bananes poussent difficilement en Europe. Oui. Mais elles prennent l'avion, vous savez. Oui, mais malheureusement, les avions cargo, ils consomment, les 747, ils consomment 12 700 litres. Et les conteneurs aussi. De l'heure. Hier, le président de la République, à Gréoux-les-Bains, a parlé de mettre une taxe carbone sur les plus polluants, sur ceux qui polluent plus, et de faire une taxe minorée pour ceux qui polluent le moins. J'espère qu'il va tenir parole. C'était hier à 16h. J'en ai écouté une partie parce que c'est toujours intéressant. Au niveau du financement, si on pouvait récupérer quelques milliards d'euros qui pourraient permettre de financer les collectivités avec... Nous sommes citoyens, nous payons des impôts pour entretenir l'armée. Ça fait à peu près 32 milliards d'euros. Est-ce qu'on pourrait demander une participation à Monaco, au Luxembourg, à la Suisse et à l'Andorre, qu'ils participent sur ce budget de l'armée que nous finançons, nous les protégeons, hein, on pourrait récupérer quand même 10 milliards d'euros, au moins. La dernière chose, je vais revenir alors justement pour la gestion de l'État et son organisation. Il y a quand même quelque chose de très grave qui va se passer dans quelques années. L'Europe a demandé aux constructeurs automobiles de produire des voitures électriques. Et Carlos Tavares, au début de la semaine, a publié dans le Figaro que les 40% que exigeait l'Europe de réduire de 40% de CO2 la consommation de CO2 des véhicules, c'est impossible de tenir ça. C'est impossible. Eux, ils demandaient 20%. Si bien qu'au 1er janvier 2020, ils vont avoir des amendes. Donc, tout le monde va vouloir peut-être acheter des voitures électriques. Alors, en partant sur ce constat, que d'ici 5 ans, 6 ans, 7 ans, on va avoir, par exemple, en Occitanie, vous avez 3 millions de voitures, 6 millions d'habitants. Pareil en Nouvelle-Aquitaine, 3 millions de voitures, 6 millions d'habitants. Si vous avez 10% des 3 millions de voitures qui sont en électricité, qui le soir, en hiver, sont obligés de recharger les voitures sur une borne à 7 kW. Parce que vous avez 2 types de bornes, 7 kW et 22 kW. Mais les gens ne vont pas acheter du 22 kW, ils vont acheter 7 kW. Ça fait 300 000 voitures qui vont charger pratiquement au même moment, du 7 kW. Ça voudra dire que la centrale nucléaire de Golfech, qui a 2 générateurs de 1300 MW, elle produit 2600 MW, ça ne sera pas suffisant pour recharger toutes ces voitures électriques. 300 000, c'est peu, ça fait 10% du parc automobile. Ça voudra dire que si en Nouvelle-Aquitaine, c'est la même chose, avec Bro-Saint-Louis, qui a 4 générateurs de 900 MW, 4 x 9, 36, 3600 MW, ça ne sera pas suffisant pour éclairer nos rues, pour faire fonctionner nos chauffages électriques, nos frigos, nos congélateurs, si bien que quand vous faites une surconsommation dans votre logement, qu'est-ce qui se passe? Ça disjoncte. Donc dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous aurez certainement, parce que vu la Commission, le Parlement européen qui a exigé que les constructeurs fassent de l'électrique, donc ils vont bien les vendre, ces moteurs. Dans 5 ans, 6 ans, peut-être 7 ans, comment on va faire? Je pose la question à l'État ou à un représentant du préfet ou au président de la République. Comment on va faire? Une centrale nucléaire, c'est 7 ans à 10 ans de construction. C'est-à-dire que je crois que c'est Napoléon qui a dit « gouverner, c'est prévoir ». Non, mais on arrive, peut-être vous avez... c'est la gestion on a de l'État. compris la question. C'est la gestion de l'État. En tout cas, je peux vous dire que je ne suis pas en désaccord avec vous.
C'est un calcul tout Parce bête. que c'est de l'arithmétique toute bête. De troisième. Et vous avez oublié une chose qui est les batteries. Oui. Et le bilan carbone des batteries. Au cobalt. Et voilà, et les terres rares. Les terres rares. Et donc tout ça est en effet une question. Assez souvent, je pense qu'il y a des emballements. C'est très grave. Assez souvent, il y a des emballements que Denis de Béchillon évoquait, de la passion, des modes, de l'arnaque. Oui. Parce que moi, je pense qu'il y en a un peu. À qui profite ça Au niveau Europe, hein. On est dans un moment où je lis comme tout le monde que le diesel c'est fini, alors qu'aujourd'hui les moteurs diesel polluent moins en particules fines que les moteurs à essence à injection directe. Exactement. Mais que plein de gens ne veulent pas regarder les réalités en face, probablement parce qu'il y a de très gros intérêts derrière tout ça. Oui, et c'est pourquoi il serait bon d'élire ou de confier des responsabilités à des gens qui sont au-dessus de ces intérêts-là. Et quand on en a un, de le garder. Et pour vous dire, la centrale de Cestas, qui est solaire, qu'est-ce qu'elle produit en pleine capacité quand il y a du soleil? C'est 300 mégawatts. Crête. En hiver, elle fonctionne de peut-être 10 h du matin jusqu'à 4 h de l'après-midi. Et les 3/4 des panneaux solaires viennent de Chine. Très bien. Merci. Monsieur, ça fait partie de la gestion de l'État. Que va faire l'État? Moi, c'est la question que je pose. Eh bien, écoutez, on essaiera d'aller dans le sens de la raison. Monsieur. Qui veut encore la parole, que je vois combien il en reste? J'en suis à 3, 4. Oh là, mais il y a plein de mains féminines qui tout à l'heure ont refusé de se lever et qui maintenant ont des remords. Alors on va alterner masculin et féminin. Allez-y, monsieur. Bon, alors j'ai calculé, je vais déborder de 30 secondes, excusez-moi. Bon, alors l'organisation de l'État, des collectivités territoriales et des services publics est actuellement désastreuse, on l'a déjà souligné. Elle se concrétise par le millefeuille institutionnel. Les premiers débats avec les élus l'ont mis en relief et le coup de grâce a été donné par la loi NOTRe. Les élus l'ont aussi signalé. Le mauvais fonctionnement de nos institutions et de nos services publics débouche sur des déficits démocratiques et financiers. Nous avons recréé le système féodal, le roi président, les ducs régionaux, les comtes départementaux et les vicomtes intercommunaux. Comme sous la monarchie, les petits maires des petites communes sont les plus mal lotis. Alors mes propositions. Pour faire des économies, il faut donc reprendre toute notre organisation en partant de la base de la commune. Il faut reprendre le découpage régional, le découpage des collectivités sur des bases géographiques, historiques et économiques cohérentes. La loi NOTRe a collé les territoires les uns aux autres sans discernement ni concertation. On a parlé déjà de la région Nouvelle-Aquitaine, qui est un exemple, mais il y en a sur tout le territoire, comme Marseille-Aix, etc., etc. Alors moi, je propose qu'il y ait juste 3 niveaux de discussion budgétaire. L'intercommunalité, la région, l'État. Ce qui ne veut pas dire que les communes n'auront plus de budget, mais elles seront globalisées au niveau intercommunal. Cela facilitera ensuite les montages des dossiers financiers qui sont actuellement inextricables. Le point faible est clairement le risque de potentats locaux avec les vieux réflexes de préférence partisane. 2 contre-pouvoirs pourraient jouer. L'État avec les préfets et un corps de conciliateurs institutionnels indépendants sur le modèle des médiateurs actuels. Il sera saisi par les maires en cas de problème. Le préfet n'interviendra qu'en cas de non-accord pour trancher. Ces 3 nouveaux niveaux adopteront la même organisation de services. Donc on aurait la même organisation au niveau des intercommunalités, des régions et de l'État. Par exemple, éducation, aménagement du territoire, environnement, etc. Ça nous ferait environ 7-8 services par région, par intercommunalité et par ministère. Les fonctions régaliennes feraient partie, bien sûr, d'autres choses. Pour les financements européens, ils ne transiteraient plus par l'État, mais iront directement dans les régions, comme ça se fait dans la plupart des cas.
Dans tous les autres pays, ça va directement en région, ça ne transite pas par l'État. Il faut aussi redéfinir clairement le rôle de chaque acteur territorial, collectivité, corps intermédiaire. Par exemple, actuellement, nous assistons au génocide silencieux du réseau associatif français. Ça risque de nous poser des problèmes dans une dizaine d'années, surtout dans les quartiers. Pour les services publics, il faut procéder de la même façon, en repartant du bas et en se posant la question sur chaque territoire, quel est le besoin en service public ? Les solutions existent, certaines ont déjà été mises en œuvre, on en a déjà parlé, hein, les guichets uniques, les maisons de la citoyenneté ou les maisons médicales. C'est évident, comme le disait monsieur, que sur chaque territoire, les besoins ne sont pas les mêmes. On pourrait établir 5 catégories de territoires, les intercommunalités rurales, les intercommunalités autour de petites villes comme Orthez ou Oloron, les intercommunalités autour de villes moyennes comme Pau, Biarritz ou Bayonne, les métropoles comme Bordeaux, Toulouse, Lyon et bien sûr la mégapole de Paris. La réduction du nombre de fonctionnaires est aussi une donnée objective, il va falloir qu'on y passe. Cela ne veut pas dire la baisse de qualité du service public, ça veut dire une meilleure organisation et une organisation différente. La mauvaise répartition des moyens humains et matériels est une évidence. La mobilité entre les fonctions publiques est une nécessité. Ça va demander beaucoup de négociations. Par exemple, comme vous parliez de gens à la CCAS, c'est évident qu'ils ne peuvent pas tenir tout le temps. Il y a aussi un autre problème qui va peut-être faire grincer des dents. Le niveau de compétence des élus est globalement faible. Il faut savoir que le fonctionnement des collectivités repose souvent sur un petit nombre d'élus qui, eux, ont les compétences. Il y a des formations organisées, mais elles ne répondent pas toujours aux besoins. Il faut également régler un vieux serpent de mer, le statut des élus. J'ai pu présenter une petite partie du projet global que j'ai conçu, qui s'appelle la démocratie implicative. Elle offre un cadre conceptuel global et une méthodologie nouvelle pour solutionner les problèmes soulevés par la crise des gilets jaunes et le vieillissement de notre modèle actuel. Vous pouvez taper démocratie implicative sur Google si vous voulez plus d'informations. Merci beaucoup. Madame. Oui, j'interviens qu'en fin de soirée parce que ma réflexion a mûri, notamment sur quand la question de la prudence de la Constitution a été évoquée et le droit que se donnent certaines institutions. Donc ma question posera sur le contrôle des institutions, le respect de leur mission, le respect de l'application des lois, de la démocratie, justement en vue d'une plus grande prudence. Parce que si globalement les institutions fonctionnent bien, je pense qu'il y a trop d'écarts qui sont visibles ou qui s'observent et qui font monter une défiance et une colère dans la société que l'on constate aujourd'hui de manière vraiment très importante. Me sont venus en tête quelques exemples. Vous avez parlé du CESE. Peu de monde dans la population connaît son fonctionnement, je pense. Je me rappelle qu'il y a quelque temps, quand il a été interpellé pour justement appliquer sa mission par une pétition citoyenne, valide, selon le respect des règles, pour permettre une prudence dans la réflexion sur une loi, le CESE a refusé de se saisir de la réflexion. C'était la loi sur le mariage pour tous. Voilà. Quelques mois plus tard, il a été conclu qu'il n'avait pas respecté sa mission et qu'il était dans son tort. Mais c'était trop tard. Les mois avaient passé et ça n'avait plus aucune incidence. Il y a d'autres exemples. Actuellement, les lois de bioéthique sont en train d'être revues. Ce sont des lois qui rentrent dans un cadre très strict. Elles doivent être revues selon un protocole parce qu'elles concernent des lois très importantes concernant l'humain, la dignité de l'humain. C'est par exemple la recherche scientifique sur l'humain. C'est par exemple la loi concernant la fin de vie. Voilà. Donc l'Assemblée doit les revoir selon un protocole très strict. Or, l'Assemblée se permet, dans ce délai de révision, de reprendre ces lois, de les voter de manière un peu cavalière, de nuit, avec une poignée de parlementaires, ce qui peut du coup
donner l'impression à la population générale que les choses ne sont pas traitées avec prudence ni sérieux. Voilà, je continue. Par exemple, d'autres lois, il y a une loi, il y a un plan de dépendance qui avait été voté. Et la loi, il n'a pas été appliqué. L'application de ce plan de dépendance n'a jamais été appliquée, alors que ça concerne tout citoyen, par sa famille, ses voisins, ou pour lui-même plus tard dans sa vieillesse. Donc ça pose question, pourquoi des lois sont données et ne sont pas appliquées? Et puis il y avait un exemple un peu symbolique et qui avait vraiment fait polémique, était celui du référendum sur la Constitution européenne, qui finalement n'avait pas été respecté. Donc tous ces exemples, excusez-moi, hein, j'ai la gorge prise, tous ces exemples interrogent finalement sur comment sont contrôlées les institutions, l'application de leur mission, le respect de l'application des lois, car on voit un écart, et cet écart donne l'impression qu'il y a un manque de prudence dans le vote de certaines lois ou de leur application, et en tout cas met une grande incompréhension dans la population et peut donner une méfiance envers les institutions. Merci. Denis de Béchillon souhaite vous répondre. Moi, les 4 minutes, s'il vous plaît. Merci. Sur le Conseil économique et social, je pense que vous avez profondément raison. Il faut le modifier. C'est d'ailleurs prévu dans la révision constitutionnelle. Peut-être qu'il faut aller plus loin. Il faut faire en sorte que ça devienne une vraie plateforme, non seulement participative, mais aussi d'expertise utile. Je voudrais simplement dire une chose sur les lois bioéthiques que vous avez évoquées. C'est un mauvais exemple, parce que la loi bioéthique et la loi sur la fin de vie sont les 2 lois qui ont été le mieux faites en France, pour une raison toute bête, c'est qu'on s'est donné le temps de le faire et qu'on s'est donné une clause de rendez-vous pour réexaminer les choses à la lumière de l'avancée de la science. Ça a été fait pour la fin de vie. Vous savez que nous sommes dans un système où il est aujourd'hui possible de traiter la douleur très loin, jusqu'au point où on prend le risque de tuer le patient, mais on ne peut toujours pas prendre l'initiative de tuer le patient en lui administrant une substance létale de façon volontaire, sans intention de calmer sa douleur. Pendant très longtemps, nous avons un débat vraiment métaphysique, très lourd sur ces questions. Vous savez qu'il y a des gens qui sont très favorables à l'euthanasie active, au suicide assisté, d'autres qui le sont beaucoup moins. Il se trouve que sur ces questions, le Parlement a pris le temps, qu'il y a eu une énorme campagne d'expertise. Contrairement à ce que vous dites, ça n'a pas été débattu sur un coin de table en séance de nuit. Il y a eu un énorme travail en commission, il y a eu des groupes de travail, on a auditionné beaucoup de médecins et surtout, on a voulu prendre toute la mesure de l'expérience. Quand l'affaire Lambert, par exemple, a eu lieu, on a découvert qu'il y avait beaucoup de patients qui étaient dans un état dit possi-relationnel, c'est-à-dire on ne sait pas très bien s'ils sont encore un peu dans la relation ou ils sont déjà dans un coma profond. On avait une mauvaise mesure de ces choses-là, et quand on a rediscuté la loi sur la fin de vie, on l'a fait à la lumière de ce que l'affaire Lambert avait montré. Ce sont des lois qui sont très bien faites parce qu'on en discute longtemps, qu'on fait appel à des concours d'expertise extérieurs au Parlement et qu'on réexamine les textes périodiquement tous les 5 ans pour voir à la mesure de l'évolution s'il est utile ou pas de les faire changer. Donc ce sont des lois comme on voudrait tous qu'il y en ait toujours, c'est-à-dire elles sont intelligentes, retravaillées, encore une fois, reconçues à la lumière de l'expérience. Donc là, pour le coup, c'est une bonne chose. Je voudrais, puisque j'ai le micro, dire une chose, parce que sur la prudence, vous avez donné, monsieur, exactement l'exemple qui fait que j'ai raison et François Bayrou un peu tort. Un peu. Méfie-toi parce que j'ai le micro pour répondre. Hein. Je vais prendre un exemple tout simple. Au lendemain de l'histoire de Fukushima, comme vous savez, les Allemands ont arrêté l'énergie nucléaire quasiment du jour au lendemain. Ils avaient une longue tradition de contestation interne parce que les Verts en Allemagne sont très forts, etc. Imaginez ce qui se serait passé si on avait fait un référendum en France sur l'interruption de l'énergie nucléaire dans les 2 mois qui auraient suivi la catastrophe de Fukushima. Sans faire de prophétie extraordinaire, ça aurait donné 80% de oui pour l'interruption du nucléaire. Or, ce que vous avez dit tout à l'heure est tout à fait exact, et on le sait maintenant, c'est absolument impossible de le faire sans faire prendre à la planète des risques inconsidérés,
C'est ce qu'ont fait les Allemands. Quand les Allemands ont arrêté l'énergie nucléaire en Allemagne, ils ont acheté de l'énergie absolument partout, et en particulier en Pologne, où on a rallumé des centrales à charbon qu'on avait fermées parce qu'elles étaient dramatiquement polluantes. Et ça a été, du point de vue écologique, une catastrophe sans précédent. Parce qu'en plus, le marché de l'électricité est un marché qui est largement mondialisé. On achète de l'électricité où elle est quand on n'en a pas assez, etc., etc. C'est typiquement le genre de question qui montre, 1, que l'émotion est mauvaise conseillère, 2, qu'il y a des problèmes qui sont à des niveaux de technicité, de difficulté, de complexité pour ce qu'il en est d'anticiper ce qui se passera dans 5, 10 ou 15 ans, qu'on ne peut pas prendre le risque de demander au peuple de trancher comme ça, parce que nous ne savons pas. C'est pas vous ne savez pas et moi je sais, c'est nous ne savons pas. Quand on a fait des travaux un peu sérieux sur l'arrêt de l'énergie nucléaire en France, il y a eu des groupes de travail très savants qui se sont réunis. Le mieux qu'ils ont pu faire, c'était de dire qu'il y avait des scénarios possibles à 10 ans, à 15 ans, à 30 ans, qui dépendaient considérablement de l'évolution de la consommation et de l'évolution des technologies, et qu'on ne pouvait pas aujourd'hui dire lequel de ces scénarios serait le bon. Le problème, c'est que là-dedans, si vous arrêtez l'énergie nucléaire et que vous vous trompez de scénario, c'est une catastrophe absolue. Et par exemple, vous avez des blackouts, on est obligé de couper le jus, vous avez un taux de délinquance qui monte de façon vertigineuse dans les villes, parce qu'une ville sans lumière la nuit, c'est open bar pour tout casser. Bref, c'est compliqué. Donc oui, prudence, oui, prudence. Oui, acceptons l'idée que tout n'est pas à notre portée. Il y a des questions qui sont trop compliquées pour être tranchées directement par le citoyen, pas parce qu'il est bête, pas parce que vous êtes bête ou que je suis bête, mais parce que ça requiert une délibération collective, une expertise collective qui nous échappe pour l'essentiel. Il faut l'accepter. Quand vous montez dans un avion, vous pensez que selon toute probabilité, il va décoller, voler, atterrir. Et en plus, vous ne prétendez pas prendre les commandes parce que vous ne savez pas le piloter. Eh bien, moi non plus. Quand vous appuyez sur le frein, vous êtes obligé de penser que le type qui a conçu le système de freinage n'est pas un débile profond et que la voiture va s'arrêter. C'est du même ordre. Donc, allons vers la démocratie participative, là où elle est pertinente, là où elle est utile, là où elle a du sens, mais ne nous donnons pas l'illusion qu'on a la réponse à tout. Nous ne l'avons pas. Je ne l'ai pas. Pas plus que vous. Pas moins, pas plus. Mais ne nous berçons pas de l'illusion de tout savoir. Nous ne savons pas tout. Et pour ce qu'il en est du CESE, vous avez le Conseil économique et social, vous avez 1000 fois raison, c'est une institution qu'il faut faire grandir. Il faut qu'on ait une vraie banque d'expertise, une vraie banque de participation, qu'on puisse un peu faire travailler tout ça pour être moins aveuglé sur les attentes des Français. Vos problèmes, beaucoup de gens ne les connaissent pas. Il faut qu'ils les connaissent. Et il faut qu'il y ait un lieu pour que ça s'exprime et que ça irrigue la décision politique. Mais faisons ça sagement. Ne pensons pas qu'un coup de référendum d'initiative citoyenne nous sauvera la vie. Ça ne nous sauvera de rien sur beaucoup de questions trop compliquées, trop dépendantes de choses qui nous échappent que celles qui sont devant nous. Merci de votre gentille écoute. Alors, féminine, madame. Oui, bonsoir. Comme je ne suis pas arrivée au début, je ne sais pas si le sujet a été évoqué. Oui, j'attendais que monsieur ait fini. Moi, je voulais évoquer le sujet des jeunes, de la place des jeunes dans les instances décisionnaires des collectivités. Parce que hier soir, j'étais à un débat à la Pépinière, au centre social de la Pépinière, organisé par une dizaine d'associations, 10-12, et le sujet de l'éducation citoyenne est beaucoup revenu au cours de toute la soirée. Et on se pose toujours la question, on s'est déjà posé la question à un précédent débat par rapport au nombre de jeunes qui sont dans l'assistance. Et merci à ceux qui restent. Et moi, je sais que dans certaines villes, il y a des conseils citoyens de jeunes, pas des conseils citoyens, pardon, des conseils municipaux de jeunes. Et moi, je souhaiterais
qu'il y en ait dans toutes les villes et que ce soit obligatoire. Voilà, donc je ne sais pas si... Alors je vous rassure, il y a des jeunes... conseils de jeunes à Pau qui sont en cours d'élection actuellement. Parce qu'ils sont élus chaque année. Parce que les collèges, tous les 2 ans, pardon, les collèges évidemment changent et donc ils apprennent même à faire des campagnes électorales. Alors, quand est-ce qu'on les voit, ces jeunes? Parce que moi, j'assiste parfois au conseil municipal ou je le regarde sur Internet et on ne les voit pas. Ah bah oui, mais moi, je trouve que ce serait bien que ce soit public aussi, comme le conseil municipal on peut les filmer. adulte. On peut les filmer. C'est une bonne idée. Ils pourraient... Hein? Je ne sais pas. S'ils donnent leur accord... Oui, après, masculin, le monsieur à lunettes là-bas. Il va vous répondre. Hein? Mais vous êtes parano. Pourquoi voulez-vous que je vous zappe? Tout le monde parlera ici. Mais... Bon, je prends la parole. Allez-y. Oui, on parle d'organisation de municipalité en particulier. On vient d'en parler concernant les jeunes. Moi, j'ai une question qui concerne le budget participatif. Je pense qu'à Pau, il n'y a toujours rien concernant cet aspect-là. Et je souhaiterais que ça existe. Et déjà, avec une idée, un domaine particulier, ce sont les associations. Les subventions aux associations qui feraient l'objet de débats publics, de manière à être un peu plus objectif sur le choix qui est fait financièrement. C'est très simple, le budget aux associations est débattu dans la commission qui unit la majorité et l'opposition, tout le monde y est, et c'est généralement voté à l'unanimité. Oui, mais moi je vais plus loin, c'est-à-dire demander que ce soit une participation du public, comme ça se fait ailleurs, avec une sorte de commission externe à la municipalité, et qui décide que sur 3, 5, 10% du budget, on fasse... Excusez-moi, mais le conseil municipal, c'est fait pour voter le budget. La première règle de la démocratie depuis qu'elle existe, c'est que les élus sont là pour voter l'impôt. Et après, ils rendent compte. Et ça se fait, c'est Jean-Louis Pérez qui est là, qui est le responsable de tout cela. En revanche, nous avons un budget participatif. C'est un budget pour les quartiers qui est débattu avec les commissions municipales dans chaque quartier. Et ainsi, il y a une participation des citoyens. Mais excusez-moi de dire, quand toutes les tendances, et Dieu sait qu'elles sont différentes, d'un conseil municipal comme celui de Pau, s'accordent sur une répartition du budget pour les associations, grosso modo, vous pouvez être assuré que c'est objectif. C'était un exemple. Je souhaiterais qu'il y en ait un budget, mettons 5-10%, qui soit discuté, négocié en public, et en dehors du conseil municipal, mais quand même sous contrôle. Comme ça se fait ailleurs. Je ne connais pas exactement la procédure, mais je sais que ça existe. Très bien. Nous continuons. Il y a une main féminine sur la droite. Il n'y en a plus. Alors, masculine, oui, allez-y. Bonsoir. Bon, je vais vous demander d'être un peu indulgent. Mon intervention ne va pas être arrogante, et je ne voudrais pas que vous jugiez impertinent mon intervention. J'ai assisté déjà à 3 réunions ici. Je n'ai jamais voulu prendre la parole. Là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'oblige. Je me fais violence pour parler. Il y a eu l'intervention de la dame là, qui est au bout, là-bas, en gilet jaune. Et moi, de 2015, excusez-moi, je vais peut-être donner l'impression de digresser, mais ce n'est pas le cas. En 2015, j'ai signalé un problème qui allait advenir au niveau du pouvoir d'achat. J'ai eu une réponse. Après, je vais citer des noms que peut-être M. Biron, vous connaîtrez, mais peut-être que l'ensemble du public ne connaîtra pas. Donc après, à chaque élection qu'il y a eu, j'ai eu des réponses par Mme Isabelle Thima, par Anne Lhéritier, qui était Fillon, et là dernièrement par
comment ça s'appelle, par Anne-Claire. Anne-Claire, qui est directeur cabinet de monsieur Philippe. Chef de cabinet. Ouais, chef de cabinet, plus monsieur François de Clos, ou je ne sais trop quoi. Enfin bon, je ne vais pas citer tous les noms. C'est pour vous dire que là, si je me fais violence pour intervenir, c'est parce que moi, une évidence, alors je vous dis bien, ne voyez pas mon intervention comme une arrogance, mais tout ce qui a été dit là, dans les réunions que j'ai assistées, c'était des évidences. C'était des évidences. Et quand la dame a parlé des seuils, il y a quelque chose voilà, ce qui m'a obligé à parler, c'est que Madame Fabienne et vous-même, vous avez dit quelque chose et la salle n'a pas réagi. J'ai dit putain, on est mal barré. Parce que moi, je signale que le vrai problème du pouvoir d'achat, pour moi, c'est ce qu'on appelle le PASS, qui est le plan annuel de sécurité sociale, et que tous les Français, les pauvres et tout le monde connaît sous la dénomination de plafond, qui touche plus de 10 millions de Français. Et donc, quand Madame Fabienne a dit la loi est mal faite, parce que moi, la dernière fois, j'ai été la féliciter, parce que je l'ai félicité parce que j'ai apprécié quelque chose. J'ai senti avec beaucoup de prudence, quand je félicite, j'ai dit bon, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'humaniste. Et là, j'ai été effaré de voir la salle. Hein. C'est même pas vous que je blâme, Monsieur Bérou, ni Madame Fabienne. C'est la salle qui n'a pas réagi, qui n'a nullement réagi quand elle a dit, puisque tout est enregistré, elle a dit la loi est mal faite. Il est pour rien. La loi est mal faite, mais c'est la loi. Concernant justement ce que moi je sais qui est le vrai problème des gilets jaunes, que je vous ai envoyé un courrier auquel vous n'avez pas donné suite, enfin que j'avais fait pour M. Macron et que j'avais fait sous couvert de M. Bérou, que j'ai fait remettre par un de vos députés. Donc moi depuis 2015, j'ai vu le problème de ce qu'on appelle les seuils et les plafonds. Et moi la salle, c'est pour ça que je ne veux pas que vous voyez de ma part une arrogance, surtout que je ne voulais pas parler. Mais j'ai vu que tout le monde a parlé un peu comme l'Europe. C'est-à-dire l'Europe, elle est égoïste, elle est divisée et elle ne fait pas d'autocritique. Et là, j'ai vu beaucoup de choses qui sont des évidences et qui étaient réelles, hein, attention. Ce qui a été dit était réel. Mais c'est bon, ça fait 30 ans, 40 ans. Il faut parler des problèmes du pouvoir d'achat. Il me semble que les Français, me semble-t-il, bien que De Gaulle a dit les Français sont versatiles, enfin c'est vrai, je préfère dire versatile, c'est plus académique. Là, on n'a parlé que d'évidence. Le problème, c'était le pouvoir d'achat. Quand ils sont tous descendus dans la rue, c'était le pouvoir d'achat. Et là, aujourd'hui, on parle, comme moi je parle avant qu'il y ait ces réunions chez moi ou au café, on parle que de choses qu'on parle tout le temps depuis des années. Et là, le vrai problème qui avait fait descendre les gilets jaunes, c'était les pouvoirs d'achat. Donc il me reste 15 secondes, je vais essayer. La dame, quand elle a parlé qu'elle était à la rue ou je ne sais pas quoi, ou qu'elle risquait d'être à la rue, donc Madame Fabienne a dit quelque chose. Et là, c'est vous à la salle que j'en veux. C'est pour ça que, de toute façon, j'ai toujours houspillé le peuple plus que les politiques. Personne n'a réagi quand elle a dit « mais la loi est mal faite ». Normalement, le peuple, vous auriez dit calmement, sans rien casser, dire « mais si la loi est mal faite, pourquoi ne pas la refaire ?» Et vous, Monsieur Bérou, je vais en terminer, vous, Monsieur Bérou, quelqu'un vous a interrompu. Quelqu'un vous a interrompu, comme justement Pujadas a interrompu M. Édouard Philippe, qui allait dire quelque chose d'intéressant concernant le trop perçu. Et vous alliez dire quelque chose d'intéressant, où la salle n'a pas rebondi, vous alliez dire, justement, moi, ça fait longtemps que je me bats et je vais. Et puis voilà, donc je vais en terminer, c'est gentil de m'avoir accordé. Alors comme je dis, hein, je suis venu à 3 réunions, je n'ai pas voulu parler, mais le vrai problème, c'est les plafonds. Je vous ai fait un courrier, j'ai fait des courriers, j'ai eu des réponses. Le vrai problème du pouvoir d'achat. Maintenant, comme je dis, je me répète, mais des fois, il faut répéter les choses pour faire agir, parce que les évidences, c'est tellement évident que les gens ne les voient pas. Je veux dire, là, j'ai vu dans les 3 réunions qui se sont passées, et je le dis vraiment modestement et sans méchanceté, beaucoup de gens ont parlé, beaucoup, pas tous, hein, mais beaucoup de gens ont parlé, comme tel que les gens critiquent l'Europe. C'est-à-dire, il n'y a pas eu d'autocritique, il y a eu beaucoup d'égoïsme, il n'y a rien eu de collectif. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et si Madame Fabienne pouvait parler des plafonds, parce que c'était ça notre vrai problème. Parce que, ah oui, les plafonds, ça touche quand même 12 millions de Français. Hein, le problème Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. À vous, monsieur. À vous. Si la dame qui cherche un logement est toujours là, oui, je crois qu'elle est là,
sachez que si vous êtes hébergé, quand vous avez rempli votre questionnaire pour la demande de logement, il figure une petite case où êtes-vous hébergé. À partir de là, vous entrez dans la case prioritaire. À partir de là, madame, je vais vous dire que j'engage ma responsabilité de ce que je vais dire. La corruption existe au sein des HLM. Il y a, je l'ai dénoncé, et M. Bayrou en est témoin, et on sera témoin. Je ne vais pas en dire plus après, parce que, vous voyez, j'ai deux dossiers comme ça. Deux dossiers comme ça concernant les HLM au PH. Je ne veux pas en mettre là. Là, je voulais vous dire que maintenant que monsieur le président des HLM, c'est bien monsieur Bayrou. Donc, vous voyez, sachez-le, il est là et vous pouvez, et il va vous trouver l'appartement là, je vous le garantis. Maintenant, moi, ce n'est pas pour ça que je suis venu. Je suis venu simplement pour demander, pour même pas demander, c'est pour dénoncer la justice française. On voit, allez, fraternité, égalité, on voit tout un tas de choses. Ou aussi des phrases que l'on entend souvent, la France, pays des droits. Pays des droits de quoi? Hein, si on est au bas dans le peuple, vous avez toutes les chances, si vous volez un steak au supermarché, de vous faire taper sur les doigts et d'avoir les menottes. Si vous êtes un VIP, vous passez au travers. Là, ici, j'ai ouvert, et n'importe qui peut le retrouver, il suffit de taper politique français, condamnation, combien? Il y en a des dizaines et dizaines. En plus, par-dessus le marché, je suis allé un peu plus loin sur Internet, j'ai pris certains noms au hasard. Hein. Je ne pense pas à Sarkozy, à tout ce monde très haut placé. Et on se rend compte, et j'essaie de retrouver l'équivalence au niveau du prolétaire, au niveau de nous tous. Ben, cette équivalence, elle ne va pas. Quand vous avez un détournement, je sais pas, de 80 000 euros d'un politique, il va avoir 3 mois de prison avec sursis. Vous volez 3 000 euros, on vous met au trou. La différence, elle est là. La différence, c'est que par-dessus le marché, vous avez un procureur de la République qui est nommé. Il fait ce qu'il veut, le procureur. Vous voyez, par exemple, si vous portez plainte parce qu'on a imité votre signature, le procureur est en droit de dire « passez, continuez votre chemin, il n'y a pas de délit ». Madame, j'ai 2 exemples comme ça dans ce dossier. Si vous dites au procureur « Monsieur ou madame, je porte plainte pour diffamation », normalement, il est prévu, et M. Bayrou a actuellement une casserole là-dessus, il va bientôt avoir la réponse. Je ne souhaite pas que vous soyez condamné, ne le croyez surtout pas. Hein. Oui. Donc, à ne partir de là, sachez que si vous portez plainte pour diffamation contre un VIP, normalement, il devrait être mis en examen. Ça ne veut pas dire qu'il va être accusé, ça ne veut pas dire qu'il va être condamné. Mais si vous portez plainte contre un VIP, donc, il ne sera pas mis en examen. Et le procureur va classer l'affaire. Ou vous êtes obligé éventuellement d'avoir suffisamment d'argent pour vous payer un avocat et faire une citation directe. Voilà. Et donc moi, je suis comme vous tous. Ce que je demande, c'est que la justice existe et que cette justice, elle doit être appliquée. Ne demandez pas aux sénateurs, ne demandez pas aux députés de voter et de se donner tirer des balles dans le pied. Ils ne vont pas changer la Constitution. Comment pouvez-vous penser qu'actuellement, l'un de nous tous, va postuler pour un poste de fonctionnaire, on va vous sortir le casier judiciaire et vous avez été condamné pour une bricole. Vous ne pourrez pas être fonctionnaire. Par contre, on a mis un ami à M. Bayrou à la Constitution au pouvoir. Pour juger quoi? Comment peut-on accepter ça? Comment peut-on accepter qu'un monsieur qui a déjà fauté gravement, il est en mesure de pouvoir continuer à fauter? Comment notre justice, notre France peut-elle accepter qu'il y ait autant de médiocrité dans notre Constitution et dans nos lois? Monsieur qui est le spécialiste du droit, répondez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît, à retrouver ma sérénité sur le droit. Ma dernière chose que je voudrais ajouter, si vous permettez, tellement... Vous avez parlé tout à l'heure de la 1789, l'abolition des privilèges. Mais on en a construit depuis. Mais des quantités énormes pour se protéger. Voyez un petit peu l'ordre des avocats, l'ordre des médecins,
Ils n'ont pas été faits pour protéger. Au départ, oui, mais c'est pour s'auto-protéger, exclusivement s'auto-protéger. Donc ces choses-là, ma foi, j'espère que les députés qui sont dans l'impunité, mais comment... J'en connais une à Pau qui est députée, elle n'a pas dormi jusqu'au moment où le lundi matin, elle est venue nous dire à tous, ça y est, je suis députée, je suis... Elle avait peur éventuellement de mes accusations, que je placardais. Voilà, maintenant, ce que j'aimerais, monsieur, et j'aimerais vous tous, c'est que vous acceptiez d'une chose, c'est que la France redevienne quelque chose de vraiment républicaine et qui soit vraiment juste pour tout le monde, exactement de la même manière. Merci de m'avoir écouté. N'applaudissez pas parce qu'il y a tellement de mensonges. Je vais en citer un. Très bien. Je vais citer un mensonge éhonté. Eh bien, allez-y. Monsieur, tout le monde voit dans quel état vous êtes et que ça n'est pas un état normal et que vous êtes sur bien des sujets à côté. Alors je vais... Vous avez tous ces témoins qui pourront dire que je vous diffame. Allons-y, donnez-lui mon nom. Allez-y, donnez-lui mon nom. Très bien. Alors je vais vous dire très simplement, vous avez dit que le procureur de la République était libre de mettre en examen ou pas lorsqu'il y avait une plainte pour diffamation. Excusez-moi de vous dire, c'est au minimum une erreur et au pire un mensonge. Le procureur de la République, si vous portez plainte avec constitution de partie civile, il est obligé de vous mettre en examen. Ça ne veut pas dire après qu'il vous donne raison. Mais... Vous avez été suivi. Est-ce que j'ai dit, j'ai dans le dossier une plainte que j'ai déposée pour diffamation contre Mme Myriat, votre précédente présidente de l'OPH. Monsieur, vous êtes... Excusez-moi de vous dire, vous êtes tellement à côté de la plaque que c'en est gênant. Voilà. Monsieur, à vous. Savez-vous demander en sortant s'il y a encore de prendre mes cartes de visite ou d'aller voir éventuellement sur Internet ou sur YouTube éventuellement des paroles sorties de sa propre bouche concernant mes accusations. Et j'attends toujours qu'il porte plainte pour moi pour diffamation parce qu'il est complice. Je ne voulais pas le dire, je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas sortir. Des casseroles, il y en a à foison. Seulement, le seul problème, c'est qu'on ne peut pas l'attaquer. Ici, nous sommes dans la capitale de la corruption. Vous savez que nous sommes la France des 3 et 23e. Non, mais c'est très bien parce que tout ceci est enregistré. Tout ceci est enregistré. Très bien, monsieur. Monsieur, sachez que ça fait déjà 3 ans que c'est sur... Ça fait 3 ans que l'on retrouve tout ça sur YouTube. Ça fait 3 ans que l'on trouve ça... Excusez-moi. Et donc, votre plainte, où elle peut aller? Elle va me servir, parce que vous serez obligé de vous expliquer concernant les dossiers qui sont là. Bien, allez, on va pas gloser. J'aurais 2 questions qui s'adresseraient davantage à des professeurs de droit. La première concerne les votes blancs, la prise en compte des votes blancs. Et la seconde concerne le vote à la proportionnelle. Est-ce que vous pourriez nous dire les modalités, les conséquences et puis surtout, pourquoi pas, votre avis sur ces 2 points? Merci. Ils vont vous répondre après. Madame l'infirmière, qui est la dernière intervenante inscrite, si je ne me trompe pas. Moi, je voulais parler. Avant que la tribune parle. Je pense que tout le monde sait ce que veulent les Gilets jaunes. Je pense que le gouvernement le sait depuis le début. Il veut une justice sociale égale pour tout le monde, une justice fiscale et le RIC. Et puis, ce gouvernement ne nous entend pas.
Ils ne doutent de rien. Moi, c'est ce qui me frappe quand je les vois sur les plateaux. On dirait qu'ils ont tous appris le même poème. Ils ne doutent jamais. Et moi, je trouve que ce n'est pas humain. Un humain, il doute. Il arrive à douter, un humain. Moi qui suis infirmière, je doute parfois. Et je trouve que c'est normal. Je voulais répondre aussi pour l'euthanasie. Moi, je suis une fervente pour l'euthanasie. Parce que, bon, c'est vrai qu'autrefois, je disais à mes patients, après une chirurgie, ils me disaient, je souffre. C'est normal de souffrir. C'était le catholicisme qui faisait qu'on devait souffrir après une chirurgie. Bon, après, maintenant, on a soulagé la douleur. Même, on vous l'a fait notifier, la douleur, ce qui est très difficile. On vous l'a fait notifier de 1 à 10. Bon, mais je trouve que maintenant, la loi qui est votée, on vous laisse mourir de faim et de soif. Ben oui, je regrette. On vous met une perfusion, mais on vous laisse mourir de faim et de soif. Par contre, ce qui est de très bien, c'est que maintenant, quand vous allez chez le généraliste, vous avez une feuille dans la salle d'attente où vous remplissez vos conditions. Vous pouvez remplir les conditions. Chacun, vous-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Moi, je l'ai fait, on remplit ces conditions. Et la généraliste m'a dit, ajoutez aussi euthanasie. Donc, je l'ai rajouté. Parce que moi, il y a des tas de choses que je ne veux pas dans les soins. Hein, ça m'appartient. Voilà, je ne veux pas. C'est pour ça que je voulais vous répondre pour ça. Et puis, il ne faut pas croire que l'euthanasie, il y aura très peu de gens qui la voudront. Même si on a peur de la voter. Mais je pense qu'il y aura très peu de gens qui la voudront. Parce qu'au dernier moment, chacun a un sursaut de vie. Et donc, voilà. Mais je voulais dire cela, des gilets jaunes et de l'euthanasie. Merci beaucoup. Monsieur au deuxième rang. Non. Bon. Ah, je me lève, pourtant je suis handicapé. Et moi, j'ai une revendication, on a faim. Hein. Ouais, ben vous mangerez après, c'est pas grave. Nous aussi, on a faim. Moi, je suis en hypoglycémie. Bon, voilà. Moi, je voudrais savoir des questions toutes bêtes. Hein. Quelle est la règle de droit qui permet à une commune ou aux impôts ou aux URSSAF de ne pas respecter une décision de la Cour de cassation? Est-ce qu'il y a une règle de droit? Ensuite, je veux savoir, pour le droit opposable dans les communes, est-ce qu'il y a un seuil d'habitants à respecter? C'est 500, 1200, bref. Je voudrais savoir si, pour le Conseil constitutionnel, on ne peut pas se réapproprier cette chose, c'est-à-dire qu'ils mettent dans ces conseils un électron libre. Électron libre élu, pris sur les, comment dire, pour les votes, bref, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, mais un par région. De la façon qu'on voit une saisine du Conseil constitutionnel et savoir si c'est notre propriété française, qu'on puisse voir ce qui se passe. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Madame, au dernier rang, sur la droite. Bonsoir. J'étais pas là au début, moi non plus, donc vous avez peut-être abordé le sujet. Je voulais rebondir sur le RIC et une intervention tout à l'heure qui rebondissait par rapport à la tribune sur la notion de réseau et les interventions en réseau. Bon, le RIC, on en parle énormément au niveau national. Moi, je voulais poser la question au niveau local, enfin sur un niveau inférieur au national, au niveau local, alors intercommunal ou départemental ou région. Est-ce que cette notion de RIC ou équivalent de RIC existe déjà? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question par rapport à la notion de réseau. Mon idée, ça serait plutôt de façon à faire intervenir les personnes en local, qui sont quand même les mieux placées que le tout Paris, pour connaître des problématiques régionales ou locales, et surtout permettre aux jeunes, on a tous remarqué dans les débats qu'il n'y avait pas forcément énormément de jeunes, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés, ça veut dire qu'ils sont occupés à d'autres choses, parce que pour leur avenir, ils sont très préoccupés par un certain nombre de sujets. Néanmoins, dans leur façon de vivre, dans leur façon d'agir, la notion de réseau, la notion d'action, ils sont dans l'action d'abord, et dans la notion de test, je teste, j'essaye, ça marche pas, je me retourne, je trouve une autre option et j'y vais. Et je pense que si on veut vraiment faire intervenir les jeunes aujourd'hui, il faut rebondir sur leur capacité à avoir des idées, et eux, ils ont étudié comme ça, ils ont appris comme ça, c'est la vie en société qui est comme ça aujourd'hui. Ils commencent par tester, par vérifier, par des groupes, avant d'aller un peu plus loin. Et d'étape en étape, ça fait quand même évoluer les choses et ça peut être amené à créer des choses.
et revoir des systèmes ou des solutions. Donc, est-ce que cette notion de RIC régional ou local existe déjà, serait possible, ou est-ce qu'on est dépendant de... Il y a un référendum local qui peut être demandé par chaque collectivité locale. Ça existe. Par collectivité? Oui. Par exemple, pas par un groupe, éventuellement, pour l'instant, ça n'existe pas. Mais par exemple, vous vous souvenez que il y a des gens qui voudraient que la Loire-Atlantique intègre la Bretagne. Et on peut faire un référendum soit en Loire-Atlantique, soit sur l'ensemble de la Bretagne. Mais il faut qu'il soit demandé par le Conseil régional de Bretagne. Mais autrement, ça existe, référendum local. Hein? Notre-Dame-des-Landes, les gens au département ont voté pour, d'autres ont fait valoir le fait qu'il n'y avait pas que le département qui était concerné par Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu le grand débat que vous savez, les zadistes, l'occupation de la ZAD, et tout ceci a été un débat pendant 10 ans. Madame à droite. Excusez-moi, je me permets de réintervenir. Excusez-moi. Déjà pour aller dans le même sens du développement du réseau, ça me semble très important vraiment d'aller dans ce sens de fonctionnement à tous les niveaux de l'État, et notamment pour les communes où c'est peut-être le plus facile de développer des réseaux. Je crois que c'est vraiment une idée à creuser. Pour plus de solidarité aussi, comme essayait de le développer le monsieur qui était intervenu. Et je suis intervenue également pour rectifier des petites choses qui ne me semblaient pas justes sur la fin de vie et l'euthanasie, parce que je travaille dans ce domaine-là, donc je connais à la fois les aspects législatifs que pratiques de soignants. Je voudrais quand même faire connaître et mettre en avant les soins palliatifs, qui sont des services de grande qualité, où les soignants ont vraiment des moyens techniques et humains pour vraiment accompagner les patients et les familles. Alors, la question sera que le maximum de gens puissent y avoir accès. Et c'est en fait ça le problème. Voilà, le problème, c'est l'accès aux soins palliatifs qu'il faut réellement développer. Et l'euthanasie, la voie de l'euthanasie, est pour moi réellement une erreur. Et on a deux exemples maintenant, on a du recul avec les Pays-Bas et la Belgique, où les lois ont été mises en place, et maintenant aussi avec le Québec, excusez-moi. Ce qu'on voit au Québec, c'est que l'autorisation de l'euthanasie fait que les services de soins palliatifs ne sont plus développés, certainement pour une histoire de coût, parce que c'est quand même moins coûteux de mettre en place l'euthanasie que les soins palliatifs. On obligerait également les médecins à aller contre leur conscience, parce que les médecins qui sont recrutés maintenant auront l'obligation au Québec de pratiquer l'euthanasie. Et aux Pays-Bas et en Belgique, en fait, on pouvait se dire que ça pouvait diminuer les euthanasies clandestines. Au contraire, le nombre d'euthanasies clandestines a augmenté parce qu'en levant cet interdit de tuer, en levant l'interdit à un médecin de pratiquer un geste mortel, ça les a complètement ça leur a enlevé une barrière avec une espèce d'immunité et d'impunité de eux-mêmes juger les situations et de ne plus se conformer à un contrôle. Il y a des règles de contrôle sur les euthanasies en Belgique, mais ça demande des dossiers compliqués à monter. Et donc, plutôt que de s'embêter avec des protocoles, ils se disent, puisque de toute façon on aurait eu le droit, autant le faire. Et ça se fait dans la clandestinité, à tel point que ça a complètement coupé la confiance entre les patients et les soignants. Des patients très vulnérables, âgés, ont peur de rentrer dans certains services en se disant, est-ce qu'on va réellement me soigner, ou est-ce qu'on ne va pas préférer m'euthanasier? Également, des infirmières sont amenées à faire des actes contre la loi. Excusez-moi. Parce que, ou alors si elles ne le font pas, c'est leurs collègues qui poseront des actes euthanasiques au-delà des règles édictées. Donc c'est vraiment une très mauvaise voie qui ne doit pas être prise. C'est réellement une erreur. Merci beaucoup. Ça, c'est un débat entre vous, mais
C'est des opinions.